Donc bonsoir à vous. Nouvelle saison des Sales & Co chez Publicis. Donc d'abord merci à nos hôtes de nous accueillir une année de plus. Donc on viendra probablement 4 fois ici, avec des beaux sujets à chaque fois. J'en profite aussi, très belle année, j'espère une belle et sereine année pour vous. Si vous êtes en transition, sachez que c'est un bon moment, il y a beaucoup de jobs partout, notamment en agence, notamment chez Publicis, donc n'hésitez pas parce que on a la chance en ce moment d'avoir plutôt un métier en tension et donc il y a quand même, surveillez bien aussi les offres qu'on partage avec les alumni, il y en a un peu plus que d'habitude, elles sont intéressantes. Enfin, vraiment, regardez ça avec attention. Si vous êtes dans cette situation-là de premier job ou de transition, c'est plutôt un moment propice. Voilà. Et particulièrement en agence, où il y a quand même pas mal de besoins. Donc une soirée très intéressante, et puis avec plein de petites choses sympas dans cette soirée. Donc autour de la confiance, une valeur en crise. Point d'interrogation. Donc on va espérer que ce n'est pas une soirée sponsorisée par Xanax et on va essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte pas mal. Avec en plus, et c'est pas, je vais les présenter comme ça, mais en plus avec une particularité qui est aussi loin que je me souvienne des Sales & Co, une première mondiale pour nous, la présence d'une alumna journaliste. Nivine. Donc pas mal. Donc si on peut arrêter d'être chacun dans sa ligne de nage, les alumni journalistes et les alumni com, ce sera top. Et en tout cas, c'est sympa qu'elle soit là. Donc l'idée de ce soir, c'est on va se parler à peu près en 1 heure. On aura une demi-heure de questions-réponses pour se laisser aussi du temps pour ce petit cocktail, puisque c'est le premier de l'année, donc autant qu'on se laisse aussi un peu de temps avec une obligation je vous le dis tout de suite, de départ avant 22h30, plutôt 22h. Voilà. Donc, mais comme ça nous laisse le temps d'avoir un temps sympa d'échange. Vous pourrez poser des questions aussi à nos intervenantes et intervenants. Donc le thème de la confiance, il s'est imposé assez vite à nous. Je vais donner d'abord la parole à Lise, qui est donc une alumna CELSA, qui est directrice d'expertise chez Sociovision, groupe IFOP. Donc, l'idée de faire intervenir Lise en commencement, c'est de poser le débat avec de la donnée, notamment Sociovision, un observatoire de la France depuis plusieurs dizaines d'années. Donc l'idée, c'était aussi de comprendre où on en est sur ce sujet-là avec des chiffres sur la confiance, dans quelle dynamique aussi on est, donc dans quel trend. Et puis, je retiens une phrase dans nos échanges qui m'a fait plaisir, justement, par rapport au Xanax que j'évoquais tout à l'heure, où Lise me disait « Au milieu de ce paysage, qui sont les Français qui font toujours confiance ?» Là, je dis « Ah, chouette, on va avoir un truc, un truc positif. » Je te laisse la parole, Lise. N'hésite pas. Donc, l'idée, si vous êtes déjà venu dans les Sales & Co, c'est de laisser quand même un peu de temps à chaque intervenant d'exposer sa pensée. Et puis ensuite, ensuite j'aurai des petites questions pour les relancer. Lise, je t'en prie. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation à Sahel. Je vais commencer en fait par vous poser une petite question. Dans la salle, qui pense que dans la vie, on peut faire confiance à la plupart des gens? Est-ce que ceux qui pensent ça peuvent lever la main? Voilà. Alors, vous n'êtes vraiment pas très nombreux. À l'image des Français. Et en fait, cette question-là, c'est une question qu'on pose souvent dans les études universitaires, dans les études socioculturelles, pour essayer de comprendre quelle est la qualité des relations sociales en fait, dans un pays, dans un groupe de gens. Et ça nous permet aussi d'évaluer la capacité à coopérer en dehors du cercle familial. Donc en France, au sein des Français, ce chiffre-là, il est de 24%. C'est-à-dire qu'il y a un quart des Français qui pensent qu'on peut être dans cette confiance spontanée à, on va dire, n'importe quelle personne qu'on croise. C'est un chiffre qui est bas. C'est le chiffre le plus bas en Europe et dans l'ensemble des pays développés. On a le record du chiffre le plus bas. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est un chiffre qui ne varie pas. C'est-à-dire qu'on soit dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, 2010, aujourd'hui, c'est toujours le même pourcentage de personnes qui considèrent qu'on peut faire confiance à la plupart des gens. Pour vous donner juste un point de comparaison, aux États-Unis, c'est 42%. Donc, ce n'est pas non plus un chiffre hyper élevé
Voilà, c'est pas un chiffre fou. En Allemagne, on est à 35%. Mais on est quand même, nous, les champions, les Français, voilà, de cette. Finalement, ce qu'on peut dire de ça, c'est que la valeur confiance, c'est pas du tout une valeur majoritaire en France. Et c'est vraiment un trait culturel, sachant que les champions de la confiance, ce sont plutôt les pays scandinaves. Dans le sens où aussi ces pays-là, une des raisons pour lesquelles on pense qu'ils ont des niveaux de confiance les plus élevés, c'est qu'ils donnent volontiers, ils partagent volontiers la prise de décision. Hein, et ça, cette capacité à pouvoir intervenir, interagir, à pouvoir donner son avis, c'est aussi une des clés de la confiance. Donc ça, c'est, on va dire, un peu la base, hein, vraiment un trait culturel français qui s'explique parce que la France, c'est un pays qui a une culture, la culture des Lumières aussi, où il y a cet esprit critique qui est très développé, mais aussi il y a un facteur institutionnel qui est très fort, qui est qu'on est un pays centralisé, et on a l'impression que les décisions se prennent de loin sans qu'on soit nécessairement consulté. Donc c'est cette distance qui explique aussi ce chiffre relativement bas. On est aussi un pays dans lequel il n'y a pas beaucoup de corps intermédiaires. Donc on fait confiance aux figures de proximité, mais dès que ça paraît un peu lointain, voilà, on a tendance à décrocher un petit peu et à être dans une logique de méfiance. Le phénomène qui est très contemporain aujourd'hui et qu'on mesure dans les études, alors là c'est un peu l'instant Xanax peut-être, c'est que en 2022, on mesure des indicateurs de défiance vis-à-vis des institutions qui n'ont jamais été aussi élevés. Que ce soit la défiance vis-à-vis du politique, voilà, qui est extrêmement forte. Il y a aujourd'hui 82% des Français qui ont l'impression qu'aucun homme ou aucune femme politique ne s'occupe vraiment des problèmes des gens comme eux. Donc c'est un chiffre qui est très élevé. Et pour vous donner juste un point de comparaison, il y a 2 décennies, donc il y a 20 ans, il y a une génération, ce chiffre-là, il était de 66%. Donc ça veut dire qu'en l'espace d'une génération, il y a vraiment ce sentiment de défiance vis-à-vis des politiques qui s'est particulièrement renforcé. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'institution en France qui semble véritablement incarner l'intérêt général, et ça, on va dire, c'est un problème. Ensuite, il y a un deuxième point qu'on constate et qui ne cesse d'augmenter, c'est la défiance vis-à-vis de la science. Donc on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire et pendant le Covid, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui doutent des bienfaits du progrès scientifique. Il y a seulement 1 Français sur 2 qui considère que les progrès scientifiques et technologiques nous préparent à un monde meilleur. Donc c'est assez peu, et c'est un chiffre qui n'a jamais été aussi bas. Voilà, et ça se ressent aussi dans la confiance vis-à-vis des vaccins, la confiance. Voilà, il y a toute cette question de la science et de l'expertise scientifique qui est aujourd'hui beaucoup questionnée, et notamment on le voit dans les milieux les plus populaires. Il y a aussi une méfiance à l'égard de l'information qui est extrêmement forte. Et là aussi qu'on voit monter avec 69% des Français qui nous disent qu'ils ont du mal à se faire une idée de l'actualité. Parce qu'il y a de plus en plus de sources d'information, parce que voilà, ils sont perturbés par peut-être tout ce qu'ils vont lire sur les réseaux sociaux, par des informations vraiment dont ils questionnent la véracité. Et ça, c'est un chiffre qui a augmenté de 14 points par rapport à 2019. Donc là encore, on sent que c'est des tensions qui sont extrêmement fortes, où les gens se posent beaucoup de questions. Et pour enfoncer un peu plus le clou, on a essayé aussi de comprendre quelle était aujourd'hui la croyance au complot, à la théorie du complot. Et c'est un chiffre qui est très élevé et qui nous a même beaucoup surpris. C'est qu'aujourd'hui, il y a 60% des Français qui considèrent qu'il y a un petit groupe de gens puissants qui les manipulent pour servir leur intérêt. Voilà, donc c'est un chiffre qui est... Donc ça veut juste dire que si on prend les politiques, les médias, la science, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de... on a l'impression qu'on baigne il y a une forte défiance vis-à-vis de la sphère publique et de tout ce qu'on peut entendre dans la sphère publique.
Voilà, et ceci étant dit, qui dit défiance ne veut pas dire forcément dépression. C'est-à-dire que malgré cette défiance extrêmement forte vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la sphère publique, les niveaux de bonheur restent, et les niveaux de satisfaction restent très élevés en France. C'est de l'ordre de 75-80%. Donc on entend beaucoup aussi, on va dire que la France est un peu en dépression, mais il faut garder en tête que les Français ont toujours mis le bonheur dans le privé, dans la famille, dans les amis, et qu'il y a vraiment cette méfiance vis-à-vis de la sphère publique qui est là, mais qui continue de s'accentuer aujourd'hui. Donc il y a quand même un signal d'alarme fort vis-à-vis de la situation actuelle. Donc de ce point de vue-là, la confiance est une valeur en crise. Mais voilà, je laisse peut-être la parole pour... On va ensuite avoir des regards sur des pratiques par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc Nivine, je ne vais pas dire que tu vas incarner tous les médias, et d'ailleurs ça peut être intéressant que tu me dises aussi ton point de vue sur les différents médias, on va dire ça comme ça. Comment on pratique son métier dans un monde où il y a de la défiance, où on vient questionner le journaliste, ou même parfois il se fait agresser dans des manifestations, des choses comme ça. Comment on pratique ce métier, notamment sur une chaîne alors, tu es à la fois chez TF1 et LCI, donc sur une chaîne d'information continue. Comment on fait ça aujourd'hui ? Quel est ton regard sur ce sujet de la confiance ? Alors, d'abord, merci de m'accueillir en tant que non-communicante et en tant que journaliste parmi Mais vous. tu es une alumne à Salza. Alors effectivement, Lise l'a dit, la méfiance envers les journalistes, malheureusement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est très ancré dans le réel et c'est très concret, effectivement, avec ces exemples d'agression, par exemple, dont tu parlais. C'est le propre, malheureusement, de notre métier. En tout cas, ça l'est devenu comme les politiques. Eh bien, on n'est pas forcément très suivi dans l'opinion publique. Alors peut-être pour compléter tes chiffres, Lise, moi je vais vous donner quelques chiffres aussi. Ça va être beaucoup plus succinct. Sur le baromètre de la confiance des Français dans les médias, il est réalisé chaque année depuis plus de 30 ans par Kantar Public. Et en 2022, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait seulement 44% des Français qui estimaient que les sujets, la manière dont étaient traitées les informations dans le journal télévisé reflétaient du réel. C'est-à-dire que la majorité de nos téléspectateurs pensent qu'on ne retransmet pas le réel, ou en tout cas on les manipule, ou on leur ment à dessein ou non. Donc c'est très intéressant. Alors c'est un peu mieux pour nos confrères de la radio et de la presse écrite, c'est 49%. Les mauvais élèves, c'est nos confrères journalistes du web. Il y a 24% seulement des Français qui estiment que ce qui est lu sur le site web du Monde, du Figaro, de 20 minutes, est une information sûre et vérifiée. Donc c'est vous dire effectivement ce sentiment de méfiance qui est propre à notre métier. La majorité donc de nos téléspectateurs, de nos auditeurs ou de nos lecteurs ne nous font pas confiance, et c'est vrai que ce phénomène, nous on le ressent, il est exacerbé ces dernières années, d'abord par les sujets de l'actualité dont on a eu affaire ces dernières années, notamment la crise des Gilets jaunes qui est venue renforcer cette méfiance envers les journalistes, et également l'élection présidentielle américaine qui a eu, nous, des impacts, même si elle s'est déroulée à des milliers de kilomètres de nous, très concrètes sur notre travail, puisqu'il y a eu notamment l'apparition sur les réseaux sociaux de chaînes de désinformation, également le Covid, effectivement, avec l'essor à ce moment-là des fake news. Donc tout ça a exacerbé cette méfiance envers les médias. Et il y a également la multitude des plateformes qui est venue s'ajouter à ça. C'est vrai qu'il y a 50 ans, les journalistes, ils étaient peut-être moins confrontés à toutes ces fake news, ou à ce manque de confiance, parce qu'effectivement, multiplication des réseaux veut dire aussi multiplication des fausses informations et multiplication des rumeurs éventuelles sur nous, notre métier de journaliste. Et puis il y a quelque chose également qui est lié à ces réseaux sociaux, je pense que vous l'avez tous constaté, c'est que tout le monde est devenu apprenti journaliste. C'est que si vous êtes dans une pièce ou dans un endroit où il se passe quelque chose, le premier réflexe maintenant, c'est de filmer ce qui se passe. C'est devenu assez impressionnant. Filmer, ne serait-ce que, il y a beaucoup de monde dans ma rame de métro, filmer parce qu'il y a eu un accident de voiture, filmer parce qu'il y a telle ou telle politique, filmer et partager sur les réseaux sociaux. Et donc, forcément, on assiste à une multiplication des apprentis journalistes qui vient là aussi
forcément semer le trouble chez les publics non aguerris qui ne savent pas forcément faire la part des choses entre un vrai journaliste, entre guillemets, si je peux m'appeler comme ça, et un journaliste qui se prétend l'être. Donc, tous ces constats, je vous le disais, ils ne sont pas nouveaux, mais ce qu'on constate et ce qui est plus récent, c'est que les médias se sont emparés de ce phénomène pour essayer de le contrer, en créant notamment des cellules de fact-checking, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que le propre même du métier de journaliste, c'est de donner la vérité, d'expliquer les choses. Et donc là, on a été créé des cellules spécifiques pour dire les informations qu'on va vous communiquer dans ce cadre de cette cellule seront vérifiées. Mais en réalité, évidemment, toutes les informations transmises par les journalistes sont fact-checkées, sont vérifiées. Et le but, évidemment, c'est de retransmettre le réel, de vulgariser l'information tant qu'on l'a. Donc nous, au sein de TF1 LCI, on a créé une cellule qui s'appelle les vérificateurs. Donc on a concrètement des journalistes qui ont été soit recrutés, soit changés de sphère, réorientés vers cette cellule, et ils ne font que ça. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, de 8h à minuit, leur corps de métier, c'est donc d'essayer de désamorcer les fausses informations qui circulent. Donc évidemment, nous, on a fait ça chez TF1 LCI, mais on n'est pas les premiers. Il y a également le vrai du faux de France Info, par exemple. Il y a le Check News de Libé qui fonctionne très bien depuis des années. Il y a l'AFP Factuel. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est multiplié et qui, il y a encore 5, 6 ou 7 ans, n'existait pas, alors même que ces problématiques de méfiance, elles étaient déjà là, elles étaient déjà ancrées, puisqu'évidemment, les chiffres que je vous donnais au début de la présentation, ils ne sont pas nouveaux. Ça fait plus de 30 ans que Kantar analyse et demande aux Français s'ils font confiance aux journalistes. Ça fait plus de 30 ans que la réponse est non. Donc, en parallèle de ces cellules, nous... Au quotidien, on a constaté la nécessité de vulgariser notre travail et d'avoir un effort de transparence et de pédagogie. Alors, pour vous donner une anecdote très concrète, alors, en ce moment, je suis chroniqueuse, mais j'ai été pendant 5 ans reporter. Et quand j'étais reporter, j'ai notamment traité des gilets jaunes. Et je m'étais retrouvée un beau matin avec des gilets jaunes sur un rond-point. Et donc, je faisais des duplex, donc des directs pour TF1 et LCI. Et donc, j'avais un boîtier qui est donc mon micro, qui est accroché derrière mon dos, avec une oreillette. Et cette oreillette, elle me permet tout simplement de communiquer avec la régie de TF1 ou la régie de LCI et d'entendre la manière dont le présentateur va me poser telle ou telle question. Et donc, j'étais sur ce rond-point avec des gilets jaunes qui me demandaient quelle était cette oreillette et qui me disaient très réellement et très concrètement « Mais est-ce que cette oreillette, elle vous permet de communiquer avec Emmanuel Macron ?» Et alors, sur le coup, alors moi, j'avais rigolé parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas une vraie question. Mais en fait, si, c'est une vraie question parce que quand on sort de Paris, quand on sort de nos sphères, il y a des personnes pour qui le monde du journalisme, c'est vraiment un inconnu vraiment immense et qui ne connaissent pas nos process, qui ne connaissent pas notre métier, qui ne savent pas comment on fait notre travail au quotidien. Et c'est ces personnes-là qui, malheureusement, sont plus sujettes à la méfiance envers les journalistes. Et ces personnes-là qu'on doit essayer d'éduquer aux médias, qu'on doit essayer de ramener à nous, si je peux dire ça comme ça, parce qu'évidemment, c'est ça le but de notre métier, mais on a également conscience, et je vais peut-être terminer par ça, on a également conscience que tous ces efforts, malheureusement, ils sont un peu vains parce qu'on a beau au quotidien créer des cellules, on a beau au quotidien essayer de vulgariser notre métier, essayer de donner des informations, malheureusement, c'est un peu un tonneau troué. On se retrouve toujours confronté à plus grand que nous. Plus grand que nous, en ce moment, ce sont malheureusement les réseaux sociaux. Et il faut aussi être conscient de ça. On ne peut malheureusement pas ramener à nous toutes ces personnes qui ont pris de la distance avec les médias. On essaye au quotidien de le faire, parce qu'évidemment, c'est notre corps de métier. Mais on a aussi conscience que cette méfiance, elle est installée malheureusement, et que les causes, elles sont là. Les solutions, on ne les a pas encore trouvées concrètement. On essaiera de parler de solutions après, en effet. Edwige, donc un regard de DIRCOM. Tu es la DIRCOM de Monoprix, Alumna Celsa. Monoprix a fêté l'année dernière ses 90 ans. Donc tu n'étais pas là au début de la marque Monoprix. Mais là encore, on parle de défiance. On sait aussi qu'il y a de la défiance dans la parole des marques, la parole des produits, etc. Les enjeux de RSE sur les fabrications de produits. Enfin, il y a mille et un sujet potentiellement de défiance par rapport à la parole d'une entreprise et d'une marque.
comment aujourd'hui on exerce son métier dans cet environnement-là, quand en plus on est dépositaire d'une marque quasiment centenaire. Merci déjà pour l'invitation. Merci d'être venu. Juste avant de partager quelques convictions et quelques questions aussi, devant moi j'ai 2 sacs. Alors il y a un sac où il y a marqué We Trust et à gauche j'ai un sac Monoprix. Voilà. C'est pas beau ça, si ça n'avait pas été prévu. Donc quelques réflexions effectivement en préparant cette intervention, sans faire une dissertation digne de ce qu'on a pu apprendre. On est au CELSA. Voilà, au CELSA. Sorbonne Université. Je me suis mis la pression dans un premier temps, puis après je me suis dit bon allez relax quand même. Pas beaucoup de chiffres, mais en tout cas, en échangeant sur ce sujet-là, à la fois avec mon équipe et en interne, la question de la confiance chez nous, elle renvoie finalement à celle de la preuve. C'est un peu comme en amour. Il y a l'amour, mais il y a surtout les preuves d'amour. Et la conclusion des échanges que j'ai pu avoir en interne, c'était de dire, chez Monoprix, la façon dont on voit la confiance, c'est les preuves que les clients nous donnent. Enfin, les clients, mais évidemment l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les journalistes, que ce soit nos partenaires à la franchise, que ce soit nos fournisseurs. L'attractivité de notre marque et la puissance de notre marque telle qu'elle est aujourd'hui, et effectivement forte de ses 90 ans, nous prouve tous les jours que nous sommes une love brand versus ou confère une trust brand, qui sont les mots-clés qui circulent pas mal. Donc moi, je suis plus à l'aise avec cette notion de love brand parce qu'on arrive effectivement concrètement à apporter des preuves de merci, des preuves de cette confiance, et en tout cas à être à la hauteur de la confiance que les clients nous accordent. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous ? Je pense que si vous êtes ici, sans doute parisien ou en tout cas citadin, donc vous connaissez l'enseigne, on est présent dans 250 villes, on a plus de 315 magasins Monoprix, 160 Monop. On a tous une histoire à raconter avec son Monop. Assaël, je pense que tu te souviendras quand on s'est appelé 10 jours après le début du premier confinement. Il me dit, si tu savais le Monop Paris 10e, je ne sais pas lequel précisément, mais Paris 10e, si tu savais la bouffée d'air pur quand je vais chez vous, ok, moi c'est l'endroit où je vais bosser, mais bon, c'est pas grave. Non, je blague, mais effectivement, voilà, quand on dit mon Monop, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents ou de marques qui peuvent dire, alors peut-être mon McDo, mon Starbucks, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, ça c'est une vraie preuve, c'est-à-dire qu'il y a une appropriation qui est juste dingue. La marque, elle nous appartient pas finalement, elle appartient vraiment à nos clients, aux citadins, pas qu'aux Parisiens, je tiens à le préciser, parce qu'on est effectivement présent en province. Et ça, c'est difficilement quantifiable, bien sûr. J'ai pas beaucoup de chiffres, mais on a évidemment des équipes marketing qui sont bien accompagnées, d'Ipsos notamment, et qui peuvent chiffrer tout ça. Mais c'est surtout les démonstrations au quotidien de nos clients. Et pendant la période Covid, c'était, je blague pas, je les ai pas apportés là, mais des dizaines de dessins qu'on avait devant les portes, que les enfants des clients avait dessiné à l'intention de Brigitte, de Julien, de Marco, le responsable du rayon fruits et légumes, etc. etc. Je vais pas aller plus loin sur le pathos, mais c'était vraiment ça. Il y avait même des cadeaux, il y avait des bouquets de fleurs pour remercier les équipes d'ouvrir tous les matins dans cette période. Alors, ils étaient en première ligne, évidemment, dans une moindre mesure que les soignants. On ne sauve pas des vies, mais voilà, à ce moment-là, on permettait quand même que chacun puisse avoir ce qu'il fallait dans son assiette. Et ça, c'était des preuves... Voilà, qui aujourd'hui nourrissent effectivement la marque de la même façon que les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir chez eux parce que fragiles, qui n'étaient pas à l'aise avec le e-commerce. On a créé un numéro vert, ils décrochaient le numéro vert, on prenait leur commande à l'ancienne, comme le faisait l'épicier avec le crayon sur l'oreille, et on prenait leur commande et on leur livrait chez eux. Et ça, une personne âgée qui vous donne sa confiance, un client d'un certain âge, 90 ans, voire plus, croyez-moi, ça ne se gagne pas facilement. Voilà, donc effectivement, 90 ans, cet actif de marque, il faut continuer à le nourrir au quotidien. Donc on a tous des bonnes expériences, parfois peut-être des moins bonnes. Et voilà, désolé pour ça, on y travaille avec les 21 000 collaborateurs. Mais concrètement, ça veut dire qu'il faut tous les jours, chaque venue dans nos enseignes, chaque contact avec un journaliste, chaque contact avec un futur partenaire franchisé, parce que notre expansion, elle se fait aujourd'hui principalement avec des partenaires franchisés. Donc concrètement, ils mettent leur argent sur la table, ils vous leur donnez les clés de la boutique, mais en échange, évidemment, il faut que derrière, ça fonctionne.
fonctionne. Donc, il faut qu'ils aient confiance dans la marque. Il faut que vous leur montrez que oui, on va à travers nos collaborations, à travers nos engagements en matière de conso responsable, en matière de qualité de nos produits, de l'offre proposée. Ce sont autant de gages de confiance qui vont leur permettre d'investir en toute sérénité. Voilà, je crois que c'était principalement ça. Et juste une question pour finir, pardon si c'est un peu décousu, mais en fait, la question que je me suis posée, c'est la confiance. Finalement, la confiance en nos parents, quelque part, on n'a pas trop le choix, parce que normalement, on n'a pas le choix dans ses parents. Enfin, alors, voilà. La confiance dans une marque ou dans une entreprise, la plupart du temps, on a le choix. Donc il y a cette cette notion de je fais confiance parce que je peux de toute façon partir ailleurs. Il y a cette notion concurrentielle qui m'est... Voilà, je la pose là sur la table, je n'ai pas forcément de réponse, mais de la même façon que les candidats, aujourd'hui, ils peuvent venir chez nous, mais ils peuvent aller ailleurs. Et croyez-moi, on a retenu des personnes pour des CDD qui avaient des CDI ailleurs. Donc c'est vous... Enfin, moi, je dis, mais t'es sûr ? Ben ouais, mais bon, c'est Monoprix, quoi. J'ai confiance à la fois dans l'avenir, dans les opportunités, dans ce que je peux apprendre. Voilà, et c'est vrai que c'est concret. Voilà, je m'en arrêterai là. Okay, on fera un petit tour sur le sujet aussi publicitaire, parce que c'est intéressant. Enfin, on voit aussi une défiance sur les messages publicitaires. Donc, alors que vous aussi, vous avez eu quand même des publicités assez iconiques. Donc, on en parle. Nicolas, donc directeur du data planning d'Epsilon France, donc une filiale, une entité de Publicis. Ça peut valoir la peine d'expliquer ce que fait Epsilon, ce que fait un data planner, parce que on est aussi dans ces sujets aussi potentiellement de job, et ta vision, encore une fois, de ton expérience, de ton expertise sur ce sujet de la confiance. Je vais aller vite pour tenir les 5 minutes. Ensuite, on a le temps. On parlera. On fait de la donnée dans les métiers du marketing. Ça, c'est le métier d'Epsilon. On est dans une logique qui est d'essayer d'établir les meilleures relations possibles entre les marques et leurs clients en pitch. Et moi, je fais du data planning, c'est-à-dire que je n'ai absolument aucune idée. Je n'ai pas le droit d'avoir d'idées. Je ne suis pas là pour avoir des idées. Je suis là pour essayer d'apporter désormais des faits appuyés par la donnée à des planeurs strat qui, eux, vont avoir des idées. Mais des idées qui doivent être le plus possible désormais démontrables, parce qu'on est dans une période où la durée de vie des DIRCOM et des directeurs marketing, c'est moins qu'un Premier ministre sous la Ve République. Ça doit prendre des décisions très vite, engager parfois des pivots importants, et on ne peut plus, comme on pouvait le faire avant, partir sur une idée qui paraît géniale. Il faut essayer le plus possible d'être dans des choses démontrables. On est aussi là dans une logique de confiance. Alors, je vais vous parler de la confiance sous un angle un peu aride, qui est malgré tout essentiel. C'est cette notion de confiance et de data. Alors oui, c'est un problème réel. Tout le monde ici s'est aperçu avec l'affaire Cambridge Analytica qu'il y avait une notion évidente de data et de problèmes que la data pouvait poser sur des enjeux démocratiques. Ça, je dirais que c'est la face visible et facile de l'iceberg. Je vais d'abord vous parler de data et de confiance. Il est évident que quand on pose la question à nous tous, majoritairement, tout le monde dit il y a un problème de données. Maintenant, le problème de données, en réalité, quand on s'intéresse aux études, il est lié souvent à je veux savoir comment mes données vont être utilisées et je veux en avoir le contrôle. Ça ne veut pas dire que je suis dataphobe et réfractaire à la donnée. 2 exemples sur ce premier point. Prenez les plus jeunes d'entre nous, ceux qui sont nés dans la génération Z, 96, eux, aujourd'hui, à 60-70%, sont prêts à partager des données avec des marques pour recevoir des promotions, pour recevoir des invitations, pour obtenir des coûts et être dans une relation souhaitée avec leur marque. À l'opposé du spectre, des gens plus âgés, et de mon âge, mais même plus âgés encore, sont totalement d'accord pour donner des données personnelles dès l'instant où, par exemple, cela va être lié au domaine médical, soit pour faire progresser la science, soit pour même, tout simplement à titre personnel, être capable d'avoir des soins plus adaptés. Donc en fait, première conclusion, il n'y a pas réellement de crise majeure de confiance vis-à-vis de la donnée. Dès l'instant où l'émetteur est capable de préciser le bénéfice réel et d'obtenir le consentement de la personne, il y aura partage de données. Le deuxième point qui pour moi est très important, un point que j'assume, on ne peut pas opposer confiance en la donnée avec performance en la donnée.
Si on reste totalement caricatural sur la donnée en l'agitant comme une espèce de spectre des temps modernes, on oublie que la performance des 10 ans qui viennent dans les entreprises, quelles qu'elles soient, va être une performance drivée par la donnée. Que ce soit au niveau de la production du produit, de son acheminement, jusqu'à la relation avec vous et les marques, la donnée devient vitale. C'est clair et net. Vous allez avoir des entreprises qui font le voyage de la donnée et qui vont performer, et des entreprises qui vont rater ce virage-là et qui vont tout simplement fermer. Ça, c'est le deuxième point qui est important. Si vous opposez data et performance de l'entreprise, vous allez tout simplement fermer. Donc il faut aussi avoir cet impératif très clair en tête. Troisième point, il y a bien entendu une voie qui nous paraît intéressante, qui est la logique de réconciliation. On peut parfaitement, au niveau du marketing, au niveau de la marque, au niveau de la stratégie d'entreprise, réconcilier données et performance. Attention, cependant, on rentre dans un univers... Vous avez vu Matrix ? La pilule bleue, la pilule rouge. C'est les 10 ans qui s'annoncent. Vous allez avoir le choix entre une pilule rouge et une pilule bleue. Et d'ailleurs, ici, vous avez déjà pris cette pilule rouge et cette pilule bleue. Qui est équipé d'un Apple ? Vous êtes en pilule bleue. Qui est équipé d'un Android ? Vous êtes en pilule rouge. Quelle est la différence entre ça, j'en ai deux, c'est pour frimer, et ça ? C'est la même performance. Le design est tout aussi bon, les ingénieurs sont tout aussi redoutables. Tous les jours, 1200 points de données sont captés par cet appareil. 1200 points, en temps réel. Cet appareil peut me traquer sur 1200 points. Ici, depuis 2020, 200 points. Dans le monde bleu, on va vous dire, Tim Cook le premier, que la privacy est sacrée. Mais ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous coûter 1200 € à peu près. Sachant que ça coûte 400 € à Apple. Mais Apple vous dit aujourd'hui, si vous prenez mon téléphone, je vous garantis que vous aurez une privacy complète, que je respecterai vos données et que je ne les utiliserai pas. Vous serez vraiment dans un sanctuaire. Du côté de Google, d'Android, c'est l'inverse. C'est moins cher, c'est tout aussi performant. Mais si c'est gratuit, vous connaissez la phrase, c'est vous le produit. Donc le choix, il est là. Il est là dans une vision très anglo-saxonne. Il existe une troisième voie, qui est une voie, à mon avis, plutôt portée par des marques et des groupes européens, ou des DNVB, ces fameuses marques digitales nouvelles qui naissent, qui permettent de mettre la data au service d'une véritable volonté d'être dans une relation la plus humaine avec le client et son consommateur. Pour conclure, pour vraiment faire les 5 minutes, quand en 2020, Tim Cook dit en publicité que ça y est, Apple est devenue la marque qui veut faire de la privacy véritablement son combat. Ne soyons pas naïfs. Pourquoi Apple fait ça ? Pourquoi Apple sait qu'il peut le faire ? Parce que depuis 15 ans, Apple a eu tout le temps de récupérer toutes vos données. Il les a, vos données. Vous avez été pillés, repillés, re-repillés, rescannés. Il peut donc tout naturellement, par rapport au point que je vous soulevais sur la performance, décréter qu'il est grand temps de rentrer dans un monde. Il a écrit un article sur cela où la donnée personnelle doit être une valeur fondamentale démocratique. Il peut le faire, mais il ne vous rendra pas vos données. Il les conservera pour lui. Ce qui se joue en ce moment, c'est la question du monopole de cette donnée. On ne peut pas accepter que certains grands acteurs, des plateformes, conservent ce monopole de la donnée. Et quand on dit qu'on doit être méfiant vis-à-vis de la donnée, on a raison, certes, mais il faut aussi comprendre qu'on doit s'ouvrir pour permettre à nos marques, à nos entreprises, à nos compagnies de rester performantes et de ne surtout pas laisser un monde où la donnée appartiendra à 3 ou 4 plateformes dominantes, parce que là, ce serait véritablement quelque chose de encore plus dangereux. Et j'en ai fini. Merci. Pour engager un débat, et une petite question peut-être qui fâche, mais donc je posais plus directement à Nivine et à Edwige. Est-ce que vous vous sentez, dans vos métiers, plutôt responsable de la défiance ou une partie de la solution de la confiance ? Est-ce que vous pensez que nos métiers, il y a de la communication bashing, il y a du journalisme bashing ? Est-ce que tous les matins, vous dites, tiens, je vais entretenir la défiance ou les deux, hein, c'est-à-dire qu'on peut se dire nos métiers ont été contributeurs de la défiance qu'on reçoit aujourd'hui, mais aussi une partie de la solution de demain. Et je me lance. Vas-y. Ouais, sans doute un peu des deux, mais j'ai envie de penser que on est plutôt là pour construire la confiance que pour lutter contre la défiance. Mais évidemment, il y a quand même une part du côté sombre
Et sur la partie, notamment la partie publicitaire, qui est là aussi dans pas mal d'études, où les Français sont à mi-chemin entre eux, en effet, de la publicitophobie, mais aussi, quand on creuse un peu, pas tant que ça, quand on regarde leur manière de s'informer et de prendre leurs décisions d'achat. Est-ce que dans le discours publicitaire, qui est assez singulier chez Monoprix, il y avait quelque chose qui était aussi... qui a plutôt un petit trait d'humour. Est-ce que ça, c'est des éléments que vous avez à mesurer qui génèrent de la confiance ou le discours publicitaire l'emporte et c'est de la défiance majoritairement qui... Alors, je pense que ça contribue indirectement à créer de la confiance, mais avant tout, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate dans les études. Ça crée de la connivence, de l'attachement, d'une dimension... moi, j'aime bien le mot affinité. C'est-à-dire que finalement, on a l'impression de se connaître. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever la main. Mais voilà, quand on a la chance de faire une exposition au Musée des Arts Décoratifs, un distributeur au Louvre, voilà, moi, on m'aurait dit ça en sortant du CELSA, j'aurais dit oui, on en reparle. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a eu justement cet ancrage dans le quotidien. Enfin, on fait partie du patrimoine. Enfin, on fait partie des murs. Quand vous allez dans une ville où vous avez la mairie, l'église, le lycée, quand le Monoprix s'en va, je peux vous dire que voilà, j'ai du boulot. Donc le discours pub, pour moi, il nourrit vraiment cette relation, en parallèle évidemment de l'expérience magasin, mais il nourrit cette connivence, cette affinité, cet attachement. Ouais, il y a cette notion d'attachement. C'est très émotionnel, hein, j'ai pas beaucoup de chiffres. Mais... Et Nivine, tu as le sentiment que... Je parlais des chaînes en continu. Bon, en même temps, les études, en effet, celle que tu cites de Kantar, qui va d'ailleurs bientôt être publiée à nouveau, c'est avec la Croix, donc elle va sortir, celle de 2023. C'est aussi le cas dans les études du CEVIPOF, que si vous voulez des sources... c'est vrai qu'elles ne sont pas récentes, et c'est vrai qu'elles indiquent toutes que ce n'est pas depuis qu'il y a des chaînes en continu qu'il y a un sujet avec le monde des médias. Mais est-ce que, là aussi, quand tu fais ton métier, j'imagine que tu vas me répondre non, mais tu as le sentiment de nourrir de la défiance ou de trouver des solutions pour renouer le lien avec les Français et la confiance? Alors, nourrir, je ne pense pas. Enfin, j'essaye en tout cas de ne pas nourrir la défiance. Trouver des solutions, je ne pense pas non plus. À mon échelle, il faut rester modeste et conscient de ses propres capacités. En revanche, moi, j'ai le sentiment de la subir, cette méfiance au quotidien. Je vous racontais tout à l'heure l'anecdote des Gilets jaunes qui se demandaient si je parlais avec Emmanuel Macron avant mes directs. On a eu aussi malheureusement des démonstrations de violence qui nous visaient directement personnellement. Et alors on prenait un petit peu pour toute la profession. Donc non, moi cette méfiance, je la subis. Après, à mon échelle, j'essaye au mieux de mettre en place des petites choses pour essayer justement de renouer le lien. Alors moi, spécifiquement, mon corps de métier actuellement, je fais des chroniques sur LCI. Et au tout début, avant le début de la guerre en Ukraine, parce que là, notre ligne éditoriale s'est un peu recentrée à l'Est, moi, le but de mes chroniques avant le début de la guerre en Ukraine, c'était de prendre une phrase citée par un politique ou par tel ou tel représentant et essayer d'expliquer si oui, la personne disait vrai ou sinon, non, c'était plutôt faux. Je vous le donne en mille, c'était tous les jours plutôt vrai ou plutôt faux. En fait, on ne peut jamais trancher totalement un sujet, mais on peut au moins apporter des clés de compréhension. Et je pense que nous, journalistes, notre rôle, il est là, c'est d'aider, de guider les téléspectateurs pour justement qu'ils y voient un peu plus clair et nous, de gagner aussi en crédibilité et gagner en confiance. Puis il y a autre chose, on parlait beaucoup des réseaux sociaux tout à l'heure, quelque chose qui est tout bête, mais moi j'ai un compte Twitter et mes DM sont ouverts. Et c'est bête, mais c'est un détail, mais en tant que journaliste, je reçois énormément de DM parce que effectivement, je laisse la possibilité aux téléspectateurs de me poser les questions. Alors, souvent, c'est des choses totalement débiles. D'où vient votre robe que vous portez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes célibataire? Mais parfois, on a aussi des questions beaucoup plus pertinentes sur où vous avez trouvé cette information, comment puis-je me documenter sur tel ou tel sujet que vous avez abordé dans votre chronique. Et c'est rien, mais le fait de pouvoir répondre à un téléspectateur, à mon échelle, j'essaye de renouer la confiance. Alors,
Nous, malheureusement, enfin, heureusement, mais aussi malheureusement, on est regardé par des millions de téléspectateurs, donc je n'aurai pas le temps au quotidien de répondre à toutes les sollicitations, mais en tout cas, c'est un petit signe qui je pense, peut contribuer à l'amour retrouvé entre les Français et les médias. D'ailleurs, je vous invite à suivre Nivine sur Twitter, c'est souvent assez drôle. Ouais. C'est souvent assez drôle. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis rentré en relation avec elle. Donc voilà, comme quoi ça fonctionne. Lise, si vous voulez ajouter quelque chose. Juste dire sur la question de la responsabilité, est-ce que les marques, les journalistes sont responsables, nourrissent ça? Je pense qu'il y a des évolutions en termes de valeurs, des évolutions socioculturelles qui font qu'on est dans un contexte où en réalité les niveaux d'exigence de tout un chacun, ce niveau-là, il augmente beaucoup. On est dans une société qui de moins en moins tolère le risque. Donc ça veut dire aussi que on demande de plus en plus de preuves, de garde-fous. Donc on est dans cette logique-là. Et on est aussi, et ça c'est le phénomène majeur des dernières décennies, dans une société où les individus s'expriment beaucoup plus facilement. On exprime ses propres préférences, on fait valoir ses droits. Et donc je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que quelqu'un te demande mais où est-ce que vous avez trouvé cette information, comment est-ce que vous faites. Il y a cette montée en expertise qui de fait est un mouvement de fond dans nos sociétés et qui explique aussi une telle exigence montante vis-à-vis des marques et des médias. Pour parler de data, Nicolas, le sujet de la... Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où viennent ces data que tu traites, que tu analyses, comment on les source, c'est justement dans cette idée de pédagogie et de tuto, c'est pour qu'on comprenne. Alors, il y a 3 types de données. Vous avez les données troisième partie. Ce sont des données, typiquement, qui sont celles du monde rouge, là. C'est ce que vous donnez sans le savoir à Facebook, par exemple. Alors, Facebook, WhatsApp et compagnie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Facebook va aspirer vos comportements. Ces données, ils vont les vendre. C'est une réalité. Ils vont les vendre à des marques. Ils vont les vendre à tout type d'émetteurs ou de marques qui souhaitent à un moment donné vous adresser des messages les plus ciblés possibles. Ça, c'est les données troisième partie. Vous avez, et c'est très important pour moi, une bataille qui doit se jouer sur les données première partie. Ce sont des données, pour être un peu caricaturales, que je considère comme étant saines et éthiques. La marque vient vers vous et vous explique qu'en échange d'un certain bénéfice, qui est transparent, elle attend de vous son accord, votre autorisation pour récolter des données. Elle vous dit qu'à n'importe quel moment, vous pourrez décider de stopper sans avoir besoin d'envoyer un quelconque recommandé. Voilà, vous dites stop et la marque arrêtera. Et tant que vous dites encore, elle doit en contrepartie respecter son contrat et vous proposer des services, une relation la plus personnalisée possible. Cette donnée est saine, c'est la donnée dite bleue, c'est typiquement ce que Tim Cook, Apple et autres tentent de développer, mais il ne faut surtout pas laisser croire qu'eux seuls l'ont inventé. Et puis il y a la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle de la donnée seconde partie. C'est qu'on 2 entreprises, mais elles ont les accords préalables de leurs clients, vont pouvoir échanger des données pour essayer de pousser des services. Exemple fictif, je ne vais pas faire de publicité pour qui que ce soit, je suis un constructeur de voitures, je veux lancer une gamme de voitures électriques. Si je me rapproche d'Engie ou d'un autre opérateur qui peut me dire si je viens d'emménager et de créer un compteur dans une maison électrique, un compteur électrique dans une nouvelle maison, alors je peux me dire que c'est intéressant d'adresser un message à ces personnes qui viennent de déménager pour leur proposer un véhicule électrique parce que je sais qu'ils vont pouvoir recharger plus facilement. C'est un échange vertueux, mais encore une fois, dans le cas de la donnée première partie et seconde partie, il y a le consentement de vous qui dites volontairement « je suis prêt, sous telles conditions, à vous donner accès à mes données ». Et en contrepartie, voilà ce que vous devez respecter. Et à n'importe quel moment, je peux me rétracter, vous arrêterez de collecter mes données. Ce que vous ne faites pas du tout avec Facebook. Facebook, quand vous parlez, Alexa écoute ce que vous dites. Ça, c'est du côté Amazon. Oui, c'est vrai, vous allez vous rendre compte, faites l'expérience, parlez à voix haute à côté de votre téléphone. Demain, vous aurez des publicités ciblées. Là, autant vous dire que personne ne vous alerte qu'on vous écoute. Alors, ce n'est pas des êtres humains qui vous écoutent, ce sont des intelligences artificielles, des algorithmes. Mais dites-vous bien que ces boîtes ont été pensées comme ça. Hein. Amazon, Bezos, ce n'est pas un libraire. Ce n'est pas un mec qui se lève le matin en disant « j'aime les livres ».
C'est un mec qui se dit « je vais être data by design », c'est-à-dire je vais créer une compagnie mondiale organisée autour de la donnée et des serveurs. Et aujourd'hui, ouvrez les yeux, on est dans un monde où quand j'ai créé des serveurs, que je suis le premier configurateur de serveurs au monde et que je suis le king de la donnée, faire le métier de DHL, c'est facile. Je peux vous livrer votre bouquin préféré en 24 heures chez vous. En revanche, si DHL demain se dit « je vais être capable de connaître précisément les goûts de centaines de millions de consommateurs en temps réel », ne rêvez pas, DHL ne pourra pas le faire. C'est ça qui est en train de se jouer. Ces acteurs-là sont ultra puissants, très puissants, et on ne peut pas leur abandonner ces données. Il faut à un moment donné que vous acceptiez d'être exigeant, d'exprimer votre méfiance, mais aussi d'accorder votre confiance. Ça, c'est mon message. Merci. Petit wake-up call. Est-ce que sur les sujets, notamment Edwige, sur les enjeux de RSE, les enjeux ESG, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être de nature à renouer ou à recréer de la confiance, ou c'est simplement un élément, un passage obligé par rapport à certaines parties prenantes, où le consommateur, tu le sens, d'ailleurs Sylvie, tu as aussi des sujets sur ce sujet-là, où tu sens le consommateur réellement, et au-delà de l'opinion, engagé et prêt à renouer de la confiance pour peu qu'il ait la preuve de la dimension RSE des produits qu'on lui propose, ou des services. Ce qui est certain, c'est qu'on a effectivement besoin d'avoir des preuves concrètes. Donc, au-delà de dire, ça fait 30 ans qu'on a une super politique RSE, on a été les premiers à avoir une politique de développement durable, à proposer une marque bio, etc. Ce qui est la réalité, mais évidemment, ça ne suffit pas. Donc, quand on dit effectivement, on a une marque Monoprix Bio qui a telle qualité, quand on dit toutes nos livraisons dans Paris, elles sont 100% décarbonées. Voilà. Donc là encore, il faut qu'on soit sur des preuves. Quand on dit notre linge de maison est en coton responsable, labellisé, Ecotex, etc. Ok, vous pouvez venir en magasin, vous ne trouverez pas de body pour un enfant de 3 mois qui ne soit pas en coton bio. Voilà, donc moi je crois beaucoup, la grande distribution c'est du carrelage, mais je crois vraiment au discours de preuve. Et bien sûr, on peut faire des super éléments de langage, on peut faire des super interviews, mais si derrière vous ne trouvez pas la concrétisation de cet engagement, finalement ça va pas très loin. Donc oui, nos bananes, premier prix, c'est quand même un produit consommé, le premier fruit le plus consommé. Oui, elles sont bio et oui, elles sont à 1,99 et elles sont Fairtrade Max Havelaar. Après, on peut évidemment ouvrir le débat sur quid de ces labels, mais aujourd'hui, en tout cas, ça reste quand même des éléments de référence. Okay, donc tu sens que le consommateur, tu as évoqué le prix, pour peu qu'au-delà des enjeux RSE, il y ait quand même un prix accessible, parce que Et oui, nous sommes dans un contexte de forte inflation. C'est ça, ça le sujet. C'est ça le point. Donc effectivement, c'est comment aujourd'hui on concilie les deux. Et nous, on n'a aucune envie de renoncer à ces engagements-là. Donc en aucun cas, on fera marche arrière. Et voilà, si l'exemple de la banane est symbolique. Mais aujourd'hui, à aucun moment, on s'est posé la question de dire finalement, peut-être qu'il faut faire autrement et renoncer à ces engagements. Donc on fait tout ce qu'il faut pour concilier accessibilité et engagement. Ouais. Je sais que dans l'observatoire Sociovision, il y a justement de mémoire de ce paradoxe entre l'aspiration au sujet RSE et la contrainte. Je crois qu'il y a quelques chiffres assez violentes. Enfin, je ne sais pas si tu les as de tête, mais sur les enjeux de capacité de consommation des Français. Alors c'est vrai que sur la demande de RSE, c'est une des tendances les plus dynamiques qu'on a observées au cours des 20 dernières années. Il y a encore 20 ans, c'était environ 30-35% des Français qui considéraient qui considéraient que le sujet était important. Aujourd'hui, on est à 70%. Et ça, c'est un chiffre qui a augmenté très très vite en réalité. C'est un changement de valeur qui est très important. Simplement, ce qu'on note aussi, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer pour. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens, une minorité, environ un quart des Français, qui sont parmi les catégories les plus aisées, qui, elles, sont prêtes à payer. Mais globalement, l'idée qui monte aujourd'hui, c'est que ça doit être la base, en fait. Donc il y a
volonté comme tu le disais, de rester dans des niveaux d'accessibilité, d'autant plus à l'heure actuelle où on voit, nous, des chiffres s'envoler concernant la vulnérabilité économique des consommateurs, où il y a plus de 50% des Français qui nous disent qu'ils font attention à leurs dépenses alimentaires à la fin du mois. C'est des chiffres qu'on a extrêmement élevés, voilà, des niveaux records cette année. Est-ce qu'on peut parler de RSE de la data, enfin, cette notion de... Il y a le collectif, alors c'est pas exactement sur la data, mais Green IT, il y a un projet en France, le fameux projet Blue, de serveurs de souveraineté nationale pour mettre les data... il devrait voir le jour entre, je crois, Capgemini, un peu de Microsoft quand même, mais Orange, etc. Est-ce qu'il pourrait être aussi un espace, si on avait un espace... je ne sais pas comment dire, souverain de données de coffre-fort. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ou au contraire, ça nous empêcherait d'avoir accès à des services comme sur mesure parce que, voilà. Il y a un débat actuellement. Alors oui, il y a très clairement des considérations RSE autour de l'aide. Alors d'abord, il y a la dimension classique des serveurs, c'est de la consommation, c'est de l'énergie, ce n'est absolument pas une activité propre. Quand vous utilisez un téléphone, quand vous utilisez un navigateur, vous polluez. Donc il y a, de la part de l'industrie, une prise de conscience et la volonté de réduire l'empreinte carbone. Ça, c'est un premier point. Il y a quelque chose qui est très lié aussi à cette notion d'énergie. On parle de plus en plus maintenant de souveraineté énergétique. Bon, on doit avoir une souveraineté data. C'est un peu le message que je vous martèle. D'autant plus qu'il y a une troisième voie possible, qui n'est ni la pilule rouge ni la pilule bleue, qui est une vision intéressante parce qu'elle est vraiment en train de driver ce qui se passe aux États-Unis, et c'est là-bas que c'est en train de se faire. C'est eux qui ont les plus grosses plateformes. Très clairement, la Chine, elle aussi, avance sur ces problématiques, et c'est de la pilule rouge. Voilà. TikTok, c'est aujourd'hui, tous ceux qui ont 15 ans et que vous connaissez, jusqu'en 2020, ils ne le savaient pas, mais tout ce qu'ils copiaient-collaient sur leur téléphone portable était enregistré par TikTok. Voilà. Donc, dites-vous bien que la notion de privacy en Chine n'a rien à voir avec la nôtre. Entre ce monde de la pilule rouge, ce monde de la pilule bleue, il faut avoir une réflexion au-delà de la simple notion d'empreinte carbone, de tout ce qu'il y a à la donnée, de vraiment cette notion de souveraineté. Mais il ne faut pas, encore une fois, d'un seul coup, être effrayé par des discours parfois un peu caricaturaux. Il faut développer une intelligence, votre intelligence de consommateur sur ces questions de data. Mais il y a des initiatives. Après, très clairement, on est en retard. On est très en retard. Je vous l'aurais dit. On parle de bataille de la confiance. Ok, une bataille, c'est quoi? C'est à un moment donné décider d'un moment décisif où on va lancer l'action. Je reprends l'exemple de Tim Cook. Quand il décide en 2020 de dire maintenant vive la privacy, il a déjà gagné quasiment. Aucune marque, aucun groupe français ou même européen ne peut espérer arriver en très peu de temps à atteindre ne serait-ce que 10% du patrimoine de data collecté par ces GAFA. C'est ça qui est en train de se... Donc c'est trop tard. On est en résistance là. Et donc il faut qu'on développe notre capacité à avoir une souveraineté de data. Alors il y a des choses qui sont enclenchées, mais regardez ce qui s'est... Vous connaissez RGPD? Bon, c'est une réponse hyper réglementaire, mais on n'a pas non plus... Elle est nécessaire, mais je l'ai trouvée très, très exposée en communication sous un côté très négatif. On nous a dit « protégez-vous, protégez-vous ». La data, c'est sale. Non, c'est pas vrai. On n'a pas montré la réalité de ce que signifient les enjeux autour de la donnée. Donc RGPD est une réponse. D'ailleurs, by the way, vous savez aujourd'hui ce que vous dites quand vous voyez une pop-up apparaître sur un site? Vous dites j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Oui, mais on fait comment pour vous prévenir qu'on collecte de la donnée? Les réactions des gens en expérience quand ils arrivent sur un site et qu'on lui explique, on va prendre le temps de te dire comment on utilise ta donnée, on va même te laisser le choix. On vous laisse le choix aujourd'hui de paramétrer. Vous êtes à peine 5% à le faire. Pire, quand des médias qui jusqu'alors tentaient de vous donner une information de qualité vous font comprendre aujourd'hui qu'il y a 2 articles gratos mais qu'il faut payer pour avoir accès aux autres, vous leur dites tu n'auras pas ma donnée et tu n'auras pas ma carte bleue. Compliqué. En revanche, on continue toujours à regarder Facebook. Je ne suis pas sûr que l'information donnée par Facebook soit la meilleure. Je vous embête un peu, mais je voudrais qu'il y ait un peu de clash pendant les questions. Est-ce que vous voulez encore réagir? Après, sinon, je vais vous proposer de poser des questions. D'accord, je pense que vous en avez plein, j'espère. Qui veut se lancer? Ah, super.
Bonjour, déjà c'était très intéressant, merci. Moi j'aimerais vous poser une question sur les causes. J'ai perçu chez chacune et chacun le sentiment de crise de confiance, mais sur les causes de cette perte de confiance, bon, elle est institutionnelle, structurelle chez les Français, ça ok, j'ai compris, mais justement ces dernières années, depuis la perte d'attention, est-ce que vous pensez que la perte d'attention, la perte de capacité de concentration d'un lecteur, de quelqu'un qui regarde la télé, de quelqu'un qui lit un contenu, peut être une cause de perte de confiance? Ça, c'est une première chose. Je le dis en tant que rédacteur, hein, c'est mon métier, donc on me demande d'écrire de plus en plus court, 3 lignes, parce qu'autrement, on se déconcentre complètement. Ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir affaire à des zombies ou des poissons rouges de plus en plus. Et il y a une deuxième chose, c'est sur les algorithmes. La façon dont les gens qui ont déjà des convictions vont se faire proposer des contenus sur les réseaux sociaux qui correspondent à leurs convictions et donc à leur communauté. Et donc finalement, ils vont rester dans un couloir et finalement, ils n'auront plus confiance en l'institutionnel, puisqu'ils resteront dans leurs convictions, dans la théorie du complot, dans tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de très fort actuellement ? Moi, je l'ai lu, mais je n'ai pas forcément lu des études chiffrées dessus, mais ça m'a marqué. Voilà. Et je mets ça en parallèle avec les événements qui se sont passés cette année aux États-Unis, avec l'invasion du Congrès, avec des gens qui nous paraissent totalement fous vus d'ici, et plus récemment l'épisode dramatique du Brésil, où des gens s'en prennent directement aux institutions, et ils sont hyper enfermés dans leur communauté, et donc il n'y a même plus de respect ou de recul critique. Et là où ce que j'essaye de dire, bon, vous allez me dire, je fais les questions et les réponses, mais je donne un petit peu la décantation d'une réflexion que j'ai de mon côté. Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre la perte de capacité de concentration et de décantation d'un contenu, d'une réflexion, et l'enfermement dans des convictions, dans une communauté, et la fermeture du reste, à l'encontre du reste du monde. Voilà. Non, je pense qu'il y a un phénomène important qui est celui de la fragmentation de l'information, enfin, ou plutôt de la fragmentation de la consommation de l'information. Et donc ça, c'est vraiment un phénomène qu'on voit s'amplifier avec les réseaux sociaux. Il y a on va dire, pour être assez schématique et caricatural, il y a une partie des Français qui va plutôt se référer à des chaînes d'information en continu et va consommer l'information de cette manière-là, donc en boucle, donc qui est alimentée aussi par un type d'information assez spécifique, assez sensationnel. On a une partie de la population, alors là un peu plus jeune, qui va se tourner un peu plus exclusivement vers les réseaux sociaux et vers des journalistes un peu plus subjectifs, on va dire. Donc, et là aussi, qui s'enferment dans des bulles d'information, dans des micro-communautés d'information. Et puis, on a alors une autre partie de la population qui, elle, va plus être une population plus éduquée, plus instruite, plus aisée, qui, elle, va continuer de multiplier les sources d'information. Mais du coup, ce n'est pas trop le même rapport à l'information. Et on voit qu'il y a aussi, en plus de ça, toute une partie des Français qui ont envie de se couper des news. Donc ça, c'est le phénomène de fatigue informationnelle. Il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie là-dessus. Et nous, on le constate aussi dans nos chiffres. Mais je pense que ça, c'est plus lié au fait que les gens sont dans une consommation d'informations qui est devenue un flux d'informations. Donc après, je ne suis pas spécialiste psychologue, mais je pense qu'il y a effectivement une fatigue cognitive qui se met en place. Et surtout, il y a tellement d'informations que les gens ne savent plus quoi croire. Il y a vraiment ce sentiment aussi, comme vous le disiez, d'être enfermé dans des bulles d'information. Ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis déjà une petite dizaine d'années. Ce sentiment de boucler, mais de ne pas forcément savoir aussi comment sortir de cette bulle informationnelle. Donc, je dirais que c'est vraiment ce phénomène de fragmentation des sources d'information et de la consommation d'information, peut-être, qui explique ça. Avec un autre phénomène, et là, je pense que c'est très, très important de l'avoir en tête, parce que c'est vraiment une tendance extrêmement forte qui monte depuis, là encore, qu'on voit monter sur le long terme,
c'est que les gens ne voient plus du tout le sens du monde dans lequel ils vivent. C'est-à-dire, il y a une perte de sens qui était... on demande aux gens, est-ce que le monde dans lequel on vit, est-ce qu'il a du sens pour vous ? Aujourd'hui, c'est 70% des gens qui nous disent, non, je ne comprends pas le monde dans lequel je vis. Il y a encore 20 ans, on était en dessous des 50%. Donc il y a cette perte de sens qui se fait sur le monde et qui se fait aussi, alors après, c'est l'instant Xanax aussi, qui se fait aussi au niveau individuel. Les gens de plus en plus considèrent que leur vie manque de sens. Donc ça, c'est cette perte de sens qu'on observe aussi dans le monde professionnel. C'est vraiment des tendances extrêmement fortes. Je pense que les gens sont un petit peu paumés. Alors, pas tous, mais il y a une dynamique qui va dans cette direction-là. C'est dit, c'est vrai. Elise Parisser, 2009, TEDx, Filter Bubble. C'est le premier à démontrer que Facebook va nous mettre dans une bulle d'information. Ce que je vois sur les nouvelles tentatives, c'est qu'on a de plus en plus maintenant de réseaux sociaux privatifs où justement, si on a les moyens, on pourra avoir accès à tout ce que tu dis, c'est-à-dire des gens qui vont faire l'effort de vous présenter plusieurs angles de vue, qui vont faire l'effort d'essayer de vous montrer une pluralité de points de vue. Et puis, si on n'a pas l'argent, on continuera à avoir accès gratuitement à des plateformes qui, ne l'oublions pas, fin 90, début 2000, un patron d'une grande chaîne de télé dit « Mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible de la ménagère de 50 ans ». Facebook, c'est 3 milliards d'audience, c'est du temps de cerveau. Vous êtes des unités de perception sensorielle pour Facebook. Vous n'êtes pas des clients. Voilà. Donc oui. Maintenant, vous le savez. Donc arrêtez d'aller sur Facebook. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nivine, ou sur les causes, sur ça. Non, mais sur ce qui a été évoqué sur la concentration, alors ouais. Je me permets de te tutoyer, je te rassure, nous aussi, on nous demande toujours de faire plus court, d'inventer des nouveaux formats, vous les avez vus passer, les fameux formats à la Combini, à la Brute, informer sur Instagram en 40 secondes, expliquer le réchauffement climatique en moins d'1 minute. Alors évidemment, c'est une demande. Si on propose ce genre de format, c'est parce qu'on a une vraie demande, qu'on a des études, on a des personnes qui travaillent et qui nous disent un sonore, c'est-à-dire dans un sujet que vous regardez dans le JT, un sonore qui dure plus de 13 secondes, si la personne qui plus est assise derrière un bureau, eh bien on perd un téléspectateur. Donc nous, on se retrouve confrontés à... Alors attends, parce qu'il va parler longtemps, du coup on va vous faire debout plutôt, ou alors assis à moitié sur votre bureau. Donc on est vraiment face à des problématiques, mais on en rit, mais c'est quand même désespérant, pour essayer de garder la concentration au maximum de nos téléspectateurs. Et malheureusement, c'est vain, parce que à la fois nos téléspectateurs et notre public sur les réseaux sociaux veulent comprendre très rapidement, parce que sinon on leur répond pas en 30 secondes, les petits copains à côté ou Twitter ou Facebook parviendront à le faire, et en même temps on demande un niveau d'exigence de détail vraiment impressionnant. Et donc nous on est au milieu de ça, on est dans un paradoxe, on ne peut pas répondre, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est nul. Donc effectivement, ce problème de la concentration dans le double sens du terme concentration, effectivement, tous les médias y sont confrontés, malheureusement. Je vois qu'il y a une main qui se lève là-bas. Tiens. Le temps que tu prennes ton micro, si vous voulez aussi comprendre vous pouvez lire, il y a pas mal de productions quand même de la Fondation Jean Jaurès sur ce sujet-là. La Fondation Jaurès notamment aussi travaille pas mal avec une association, une ONG que je défends beaucoup et que je vous invite à suivre, qui est Conspiracy Watch. Donc si vous voulez comprendre, alors là on est quand même dans le monde des théories complotistes et conspirationnistes, mais c'est intéressant de regarder comment ça fonctionne pour même comprendre des choses plus simples que carrément le top niveau de la conspiration. Et si vous voulez passer un moment intéressant pour essayer de comprendre, pour moi, le summum de cette logique d'enfermement, il y a un documentaire sur Netflix sur les platistes. Donc les platistes, ce sont les personnes qui pensent que la Terre est plate. Ils sont presque, selon les études, ils sont entre 15 et 1% d'Américains. Ce qui veut dire autant de Français, c'est-à-dire autant que la France. Donc, voilà. Et donc c'est intéressant, c'est 1h30 de plonger dans le monde des platistes, où on vit platiste, on s'informe platiste, on a des applis de rencontre entre platistes, parce que de toute façon, si on n'est pas tous les deux platistes, on ne pourra pas vivre, etc., etc. Mais c'est en soi, c'est un peu le cas extrême.
Parce que là, on ne sait même plus à quoi on est, à quel est le niveau de défiance. On défie qui en pensant que la Terre est plate, quoi. On défie 500 ans d'histoire, on ne sait plus, quoi. Mais c'est intéressant. Enfin, en soi, donc là, c'est pas, je sais pas ce qu'il y a au-dessus de Xanax, il y a des trucs, mais c'est intéressant à suivre. Et Conspiracy Watch, en plus, c'est intéressant de les soutenir, de les aider, parce qu'ils font un travail de débunkage assez fort. Maud. Oui, bonjour, Maud de Crépy. Je voulais revenir sur le temps d'attention du poisson rouge que nous sommes devenus. En même temps, quand on regarde les chiffres de la 75 000 de Médiamétrie, on constate que les audiences pour France Culture ou plus généralement Radio France ont tendance à augmenter, notamment France Culture et leurs podcasts aussi. Or, la plupart des formats d'émissions sont des formats assez longs, en général 50 minutes, 55 minutes, et avec un temps de parole des journalistes ou des personnes qui, je pense, peuvent faire rêver à LCI. Donc, je réponds, je me défends. Alors sachez que LCI est la chaîne d'information en continu où le temps, la durée d'écoute, comme on l'appelle, est la plus longue, paradoxalement. Mais ça va aussi répondre à la question qui était posée. C'est également, je pense, plus le public reste longtemps, plus on écoute longtemps en podcast, plus on regarde longtemps LCI, plus, je pense, le public est averti. Nous, on a un public de CSP+. Je pense que France Culture, malheureusement, ce n'est pas la ménagère cible du JT de TF1. Donc je pense qu'il y a aussi des catégories de téléspectateurs, d'auditeurs qui est différente et qui influe fortement, enfin Lise confirmera sans doute, mais qui influe fortement sur la durée d'écoute. Nous, malheureusement, en tant que média télévisuel, je parle pour la casquette TF1, on se doit d'essayer d'être le plus concis possible parce qu'on n'a pas envie d'écouter une demi-heure de podcast de Françoise Dolto comme sur France Culture. Et en même temps, nous, sur LCI, eh bien, les téléspectateurs viennent pour de l'expertise et on n'a pas intérêt à bâcler nos sujets et à expliquer quelque chose de complexe en seulement 20 secondes. Sinon, au contraire, on nous taxe d'amateurs. Je te passe le bâton de la parole. Mais juste pour confirmer effectivement le public d'un France Culture ou d'un France Inter, c'est parmi, en fait, on va dire, les Français qui sont peut-être les moins connectés, en tout cas qui sont pas en boucle sur leur téléphone. Donc ça vient effectivement capter une certaine partie des Français avec certaines valeurs, mais c'est pas aussi large qu'un public d'une chaîne de télévision. Ouais, je ne peux pas provoquer le clash et faire le polémiste. Je suis contre la fabrique du poisson rouge. On est en train de montrer du doigt une génération de gamins en les traitant de débiles profonds. Ça m'énerve, ça me fait péter un plomb, ça me rend dingue. On est en train de dire que pour les plus âgés, vos petits-enfants sont des crétins, et pour les parents comme moi, qu'on a une génération de débiles. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'ils sont en train de bouleverser notre manière d'être créatif dans la consommation de contenu. 7 secondes, on nous dit 7 secondes, ils passent des heures en live Twitch. Il va falloir qu'on m'explique, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent de l'interactivité, ils veulent de la proximité, ils veulent pouvoir débattre. Moi, j'ai bossé pour Radio France. Là, il y a sur comment on fait pour arriver à reconnecter avec cette génération sur les sujets d'info. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Hein. C'est juste qu'ils disent on n'est pas comme mon père, on n'est pas comme mon grand-père. Moi, par exemple, je ne veux pas rouler en R9. Mon grand-père, il kiffait la R9, pas moi. Eux, ils ne veulent pas regarder le JT. Ils adorent. Il y a des émissions sur la cause de la femme. Vous allez sur Discord et sur Twitch. Vous avez des jeunes femmes et des jeunes hommes de 20-25 ans qui ont fait avancer pendant le Covid toutes ces causes-là avec des sujets de fond ultra sérieux en créant des débats que nous n'avons pas été capables, nous, acteurs, émetteurs institutionnels habitués, de percevoir. Donc non, le poisson rouge, il n'existe pas. C'est un très joli titre. Ça a été écrit par quelqu'un, vous connaissez, qui est de chez Arte, qui est peut-être dans sa propre bulle. Voilà, on est dans une bulle, je suis dans une bulle. Donc question aussi de sortir de nos bulles. Ouais, c'est chiant de voir que on a tout à coup des émissions sur Discord ou Twitch qui peuvent exploser, cartonner. Mais ce ne sont pas des espèces de dépotoirs avec de la désinformation, mais les platistes. Mais il ne faut pas tout confondre. Le problème des platistes, c'est l'intelligence artificielle. C'est la dictature de l'algorithme. Si vous décidez que l'algorithme et l'intelligence artificielle fait l'actualité, vous êtes mort. Sur une plateforme dont le job est de vendre de la pub. C'est ça le sujet.
En revanche, vous avez plein d'émissions de qualité en live Twitch que moi je regarde et qui sont super intéressantes. Donc non, les gamins de 15 ans ne sont pas des poissons rouges. Et vous avez aussi des personnes plus âgées qui vont, même si elles sont certes minoritaires, qui peuvent aussi aller... je veux éviter de mettre le vieux marketing des gens dans des boîtes, quoi. Voilà. On essaie de faire venir quelqu'un aussi que je trouve intéressant à suivre, c'est Hugo Décrypte, et c'est l'ensemble. On essaiera de le faire venir. Je le connais un petit peu, il est plus Sciences Po que Celsa, mais on va essayer de le faire venir chez nous, qui je trouve est intéressant, voilà, qui a parfaitement compris l'alignement entre un format, un public, un contenu. Voilà, donc on essaie de le faire venir parce que ce sera un éclairage intéressant et qui génère de la confiance, enfin qui crée une vraie communauté très très large sur l'ensemble de ces audiences. Oui, allez-y. Vas-y, bâton de parole. Merci à tous pour vos explications. Nicolas, vous avez évoqué très clairement la pilule rouge, la pilule bleue, et vous avez parlé de souveraineté de la data. À Sahel, vous avez parlé d'initiatives Capgemini, Orange. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce que pourrait être la souveraineté de la data ? Ouais. Je vais être assez précis, peut-être un peu trop technique. Il faut permettre aujourd'hui aux groupes de presse qui vivent aussi par la publicité de retrouver une capacité à être des espaces d'audience. Donc vous devez accepter de considérer que quand Libération, etc., vous demande de payer, il faut payer. Quand ils vous disent qu'ils voudraient récupérer vos données, il faut leur donner pour qu'ils puissent mieux vous comprendre, mieux vous profiler. Donc clairement, il faut leur permettre de recréer un monopole et un patrimoine de data. Au niveau européen, il faut arrêter, je reprends cet exemple qui moi m'avait rendu dingue, quand on balance RGPD, qui est une surcontrainte administrative et juridique, qu'on fait flipper toutes les entreprises européennes qui à cet instant tentent de pivoter, alors que Tim Cook est en train de nous la faire à l'envers, il faut qu'on arrête d'avoir ce réflexe un peu trop réglementaire. Ou en tout cas, il faut provoquer un débat sur cette réglementation et que vous compreniez les tenants et les aboutissants. Et après, très clairement, ça n'avance pas. La souveraineté européenne sur la donnée n'avance pas. Voilà. Et on est en retard. Et la seule bonne nouvelle, c'est un peu critique cynique, c'est Elon Musk qui a récupéré Twitter. Je pense que quand même ça va sérieusement relancer le débat. Et si vous avez des milliers de personnes qui ont quitté Twitter le carton sous... C'est pas qu'il les a forcément virés. La vérité, c'est que la Silicon Valley est en train de se poser une vraie crise de conscience et va peut-être nous permettre d'avoir des alliés inattendus. Voilà, c'est mon petit message d'espoir sur les 5 ans qui viennent. Mais là, on est un peu figé, on est un peu freeze. Désolé d'être franc. Mais... L'autre exemple que vous allez avoir, c'est notamment le projet de Hub Data Health, donc là, la donnée de santé en France, ou les données sur lesquelles on a besoin. Enfin, on ne peut pas mettre ces données-là n'importe où, les confier à n'importe qui, etc., etc. Donc le fait qu'on n'ait pas on a des acteurs privés comme OVH ou des choses comme ça, mais le fait qu'on n'ait pas un très fort acteur public, un coffre-fort en fait, voilà. De cloud. Voilà. Bon, d'ailleurs, le mot qu'on emploie parfois, c'est le data lake. Un lac, c'est pas le truc le truc le plus fiable. Ça donne pas l'image d'un truc fiable, mais par contre, avoir une vraie logique souveraine, avec des vrais acteurs puissants qui peuvent venir du monde privé, mais sous l'égide d'une démarche publique. C'est ça tout l'enjeu. En fait. J'ai une question peut-être plus pour vous, Edwige, sur le rôle que doit ou que peut être celui de la fonction communication dans l'entretien et dans le rétablissement de la confiance envers les entreprises. Je pense à Monoprix, les exemples que vous donniez qui illustraient hyper concrètement pourquoi on faisait tous confiance à Monoprix. Vous parliez de la qualité des produits, de la qualité des services. Le jour où cette qualité pour X raison est remise en cause, à l'occasion d'une crise par exemple, ou alors, non, on va rester sur cet exemple-là, que peut faire la fonction communication ? Parce qu'aujourd'hui, tout va bien pour Monoprix, parce que c'est une marque qui capitalise sur son temps de proximité, et c'est une marque aussi qui est très familière, il y a un capital affectif. Mais si jamais un jour ce capital venait à être altéré, en tant que communicante, quels outils vous avez entre les mains, ou qu'est-ce que vous faites pour établir la confiance ? Alors tout d'abord, j'espère que tout ça n'arrivera pas,
peut-être à mes successeurs, mais pas à moi. Évidemment, notre fonction, elle est avant tout de construire ce fameux matelas de confiance, moi que j'appelle basiquement d'assurance anti-crise. C'est le meilleur atout pour effectivement se sortir d'une crise majeure. Enfin, on regarde celle de 2022 pour citer Buitoni, dans une moindre mesure Ferrero. Je touche du bois. Aujourd'hui, évidemment, on a des crises ou des débuts de crise. Quand on est dans l'alimentaire, avec X marques qui sont référencées, avec 21 000 collaborateurs, 800 magasins, il peut toujours se passer quelque chose quelque part. Moi, j'ai pas la solution là. Tout ce que je me dis, c'est que chaque jour et chaque action et chaque échange avec une partie prenante, elle contribue à faire en sorte que demain, si j'appelle Nivine ou un de ses collègues, tout ce qu'on aura fait depuis X années, 90 ans avec mes prédécesseurs, voilà, que ça serve à ce moment-là. Et pour l'instant, ça a plutôt été le cas, que ce soit sur des sujets environnementaux, sociaux, qui n'ont pas été dramatiques, mais voilà. Et en tout cas, si on revient sur les crises alimentaires qu'il y a eu l'année dernière, ce qui est dingue, c'est que les journalistes se tournent vers nous, en fait. Alors qu'on est un distributeur, il y a des cahiers des charges, évidemment, qui sont signés avec nos fournisseurs pour avoir des produits. Enfin, des produits, ça va de soi, mais la sécurité alimentaire, c'est notre première préoccupation. Et en fait, les médias se tournent vers nous en disant qu'est-ce que vous faites ? Donc, on est aussi un maillon de la confiance des marques qui sont proposés chez nous. Voilà, donc ça c'est aussi... Et dans la relation client, c'est super important, on l'a pas évoqué là, mais dans le SAV, le service client, quand vous appelez le numéro vert, ce sont aussi des vecteurs d'image, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou au téléphone. C'est incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs journées avec eux sur les plateaux. Vous avez des personnes qui sont formées, qui sont média-traînées. C'est pas juste des argumentaires qui défilent, mais c'est... il y a eu, sans parler de marketing conversationnel, mais cette relation et la façon dont elle s'exprime à travers le service client, là, la notion de confiance, elle est super forte. Voilà, donc c'est juste un éclairage concret. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, j'ai essayé. On a encore un peu de temps pour quelques questions. Ouais, super. Là, ok, ça arrive. Désolé. D'accord. Bonsoir, merci. C'était c'est très intéressant les échanges. Moi, j'avais une petite question. On parle de confiance. Il me semble que la confiance, en tout cas, souvent on dit qu'elle se gagne et elle s'entretient effectivement par la preuve. Il y a quelque chose. Alors la question peut s'adresser un petit peu à tout le monde. C'est que il y a une chose, c'est qu'il y a beaucoup de communication qui est faite par les marques sur des valeurs. Or, je pense que à la base, ça reste c'est pas vulgaire, mais c'est un business. En fait, les gens vivent. Comme pour les médias, les gens vivent, il faut des salaires, il faut que l'argent rentre. Et donc, effectivement, ça répond à il faut faire plus simple, en moins de 40 secondes, expliquer des sujets complexes. Et c'est effectivement, au bout d'un moment, la solution, l'équation, on n'a plus de solution. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de transparence, de rappeler que effectivement, l'information de qualité, ça se paye parce que voilà, il faut bien payer les gens qui font le travail. Donc voilà, est-ce que c'est ce travail de réflexion sur la transparence, sur tout ce côté dont on ne parle pas aujourd'hui, c'est envisagé, ou en tout cas ça se dit pourquoi pas. Voilà, merci. Nivine. Je sais pas. Je me mouille. Alors effectivement, cette transparence financière dans les médias, en tout cas, c'est encore un sujet tabou. En tout cas, c'est ce que je ressens à mon échelle. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui ignorent que malheureusement, que le fait que TF1 rallonge les pubs avant et après le JT et que votre programme du soir commence plus tard, c'est pour payer nos salaires. Parce qu'effectivement, malheureusement, l'information se paye et nous, notre métier, c'est d'abord d'informer, mais c'est évidemment d'informer dans les meilleures conditions et pour avoir des conditions confortables, il faut de l'argent. Donc évidemment que nous, notre métier, on le fait aussi pour pouvoir payer son loyer, payer ses courses. Et effectivement, pour l'instant, on n'a pas l'impression que les téléspectateurs ou les lecteurs sur nos sites, les internautes,
soit réceptif à cet argument financier parce que malheureusement le groupe TF1, on est associé à la maison mère Bouygues, on est des méchants capitalistes avec beaucoup d'argent et on est tous, nous, journalistes riches à millions et on gagne tous, comme Jean-Pierre Pernaut, 100 000 euros par mois. Alors évidemment, malheureusement pour moi, c'est faux, mais en tout cas, c'est vrai que c'est encore un sujet tabou et je pense que on n'est pas, enfin en tout cas, on n'est peut-être pas encore prêt à ouvrir ce débat. On va d'abord leur proposer de l'information de qualité, on va d'abord leur dire faites-nous confiance, regardez, c'est vrai. Et puis dans un deuxième temps, on leur dira oui, bon, maintenant que vous nous faites confiance, il faut payer. C'est vrai que, par exemple, le Mediapart qui a construit tout son modèle économique là-dessus, ou d'autres corps de métier, d'autres médias, pardon, il parvient très bien. Les médias mainstream, si je peux dire, pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. Malheureusement, les gens ne comprennent pas que journaliste, c'est un métier et que faire tourner une chaîne d'information à 20h sur 24, bah, ça a un coût et que oui, il y a de la publicité. Moi, c'est plus une question pour Nivine et Nicolas. Vous parliez en fait de la souveraineté de data. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de souveraineté numérique. Et moi, à titre personnel, en tant que citoyenne et ensuite en tant que communicante, la question qui m'inquiète énormément, c'est celle des deepfakes qui ont été utilisés aux États-Unis. Et alors, on va dire qu'au titre d'une grande entreprise, un DG peut être complètement trahi par ses propos, ou en tout cas, je me dis qu'à l'échelle d'une entreprise, c'est pas si grave. Mais à l'échelle d'un dirigeant, d'un ministre, d'un président, c'est toute notre démocratie qui peut être fragilisée. Et on le voit pas plus tard qu'il y a quelques jours au Brésil. Donc, quelles sont aujourd'hui les réponses que peuvent proposer les agences de communication, les communicants, les journalistes à ce danger de deepfake qui peut arriver demain, comme on le voit avec en fait, l'usage des filtres qui est tellement démocratisé aujourd'hui que... Enfin, je veux dire, même sur notre iPhone, qu'on le veuille ou non, on a un filtre sur FaceTime. Donc, voilà, ça, c'est une vraie question que je me pose. Et le deuxième sujet, c'est que malheureusement, alors moi, je viens d'une région qui est l'Alsace, d'une famille assez populaire. J'ai jamais entendu de théorie de complot autour de moi. Néanmoins, je constate que depuis plusieurs années, comme le disait Lise à travers ces datas, en effet, il y a une énorme méfiance. Le problème, c'est qu'avant, j'avais des arguments. Avant, je débattais avec ces personnes-là et je gagnais souvent les débats parce qu'il y avait des preuves, justement. Et que malheureusement, je constate que d'année en année, je suis de plus en plus pauvre, en fait. J'ai du mal à répondre, parce que quand on voit que d'Europe Écologie Les Verts à la France Insoumise, on a des cas de violence conjugale, etc., il y a un vrai problème d'exemplarité. Et Élise Lucet, bien que son émission soit absolument géniale et à mon avis fait beaucoup plus de bien que de mal, elle a quand même révélé quelques scandales dans des entreprises. Et aujourd'hui, tout ça, en fait, ça apporte de l'eau au moulin qui malheureusement et pas forcément bénéfique pour les entreprises, pour les politiques, etc. Et en agence, pour avoir commencé ma carrière chez Havas, j'ai constaté à maintes reprises que malheureusement, tous les communiqués de presse que je rédigeais étaient quasiment repris à 98% dans des articles de presse. Et je me dis, mais comment, en fait, est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, le journaliste ne puisse plus avoir le temps de faire ce travail-là ? Et donc, là où je veux en venir, c'est une partie de la solution, je pense, c'est de mieux former les journalistes, de mieux former les communicants, même si on est passé par une très belle école. Aujourd'hui, très peu de communicants d'agences de communication. Je vois très peu de diversité, que ce soit de la diversité sociale, de la diversité ethnique. Il y en a très peu. Et je pense que c'est une solution à apporter pour justement rétablir un petit peu de confiance, parce que si on avait eu des enfants de gilets jaunes dans des rédactions ou dans des agences de com, on n'aurait peut-être pas eu un si grand étonnement en fait en voyant qu'il y avait des personnes qui manifestaient sur des ronds-points. Voilà. Quelques remarques? Non. Je vais répondre brièvement. Alors d'abord sur le premier sujet que tu évoquais. Donc effectivement, nous, chez TF1, on essaye de devancer ce genre d'outils, ce genre de
de freins qu'on peut avoir en essayant effectivement d'aller au-delà au-devant de tous ces formats qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Donc on a une cellule innovation qui essaye justement d'analyser, de travailler avec des entreprises qui vont nous permettre, nous déjà journalistes dans notre travail, d'identifier effectivement une fake news, de savoir ce qui est fait et puis d'aller en avant, anticiper les difficultés éventuelles qui vont se préparer. Mais effectivement, pour nous journalistes, c'est un défi énorme et malheureusement, ce défi, à mon avis, va se multiplier et on y est déjà confronté, mais on essaye en tout cas d'amorcer cette problématique-là plus brièvement peut-être encore sur effectivement les journalistes qui reprennent les communiqués de presse. Alors j'espère, en tout cas moi je ne l'ai jamais fait, mais j'espère que mes confrères ne le font pas. Effectivement, ça répond à une problématique que tu as soulevée, c'est celle du temps, donc c'est celle de l'argent, c'est celle du clic. C'est qu'on est malheureusement obligé de faire de la quantité et plus de la qualité parce que forcément les gens ne sont pas prêts non plus à payer pour de la qualité. Donc on leur sert un petit peu malheureusement le plat réchauffé pas très bon et voilà parce qu'on n'a pas les moyens de leur servir un plat gastro parce que de toute façon ils ne veulent pas payer pour ça. En l'occurrence ils ne veulent pas payer du tout. Donc d'où cette difficulté effectivement, d'où ces problématiques de clics, de dépêches AFP reprises et mises en ligne par les médias. Donc effectivement, c'est une difficulté, mais c'est toujours un peu le même problème, c'est le temps, l'argent, de problématiques qui sont liées. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution, d'autant plus que nous, on est aussi confrontés à une crise de l'audience avec des téléspectateurs qui sont de moins en moins nombreux, donc des rentrées publicitaires et financières qui sont aussi de moins en moins conséquentes. Donc malheureusement pour l'instant c'est pas solvable comme problème, comme questionnement. C'est difficile de voir comment on peut faire. Effectivement, l'exemple d'Élise Lucet est très bien, mais Élise Lucet c'est le service public, donc c'est aussi des leviers financiers qui sont différents de tous les médias privés qui n'ont pas les mêmes capacités financières malheureusement. D'autres remarques sur ces questions? Non. On va aller prendre un verre, donc on pourra continuer à se poser des questions, mais avant, prenez vos agendas. Le 17 janvier, on se retrouve chez Hopscotch autour d'un événement, donc dans le deuxième, on se retrouve autour d'un événement qui va être assez intéressant, là encore, avec pas mal de paroles de DIRCOM, sur un thème qui s'appelle Brands in Motion. Donc ces marques, ces entreprises, on parle beaucoup d'agilité dans nos entreprises, mais finalement c'est quoi une marque mobile, c'est quoi une marque qui s'adapte? Donc on aura des exemples de marques qui, justement en écoutant leurs parties prenantes, etc., parfois sur un sujet plutôt de vie ou de mort, parfois juste pour s'adapter, sont dans cette transformation, dans ces accompagnements de phénomènes sociaux, de sociétaux. Ça c'est le 17 janvier, donc dans une semaine, chez Hopscotch. Le 16 février, on se retrouve, et là aussi, on a un super espace, on sera au siège d'EDF, donc à Wagram, où là, on aura, à l'initiative d'une alumna, qui est la DIRCOM de EDF Énergie Renouvelable, Carole Trivy, c'est une alumna CELSA. Elle avait envie de faire un événement autour de la difficulté de communication de cette crise climatique, du mot sobriété. Ok, tout le monde, c'était un mot très glamour, etc., mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? Parce que derrière sobriété, il y a un autre mot qui est moins glamour, c'est renoncement. Donc avec Carole Trivy, DIRCOM d'EDF, Énergie Renouvelable, plus quelqu'un que vous connaissez probablement qui s'appelle Thierry Libart, qui sera là aussi. Donc on aura, puis un troisième que je garde en suspense, troisième intervenant sur ces sujets-là. Donc cette incommunicabilité ou cette difficulté de communiquer cet enjeu climatique pour réellement transformer, pas simplement les opinions, mais transformer les comportements. Ça, ce sera très précisément le 16 février. Okay. Super endroit, en plus très sympa, bel endroit à voir. Et puis là, de manière deux autres petites dates, 16 et 17 janvier, à nouveau. Donc il y a un petit conflit avec le rendez-vous chez Hopscotch, mais si vous avez envie d'aller plutôt dans un atelier, donc là, c'est des ateliers. Atelier du 16 janvier en présentiel, prendre conscience de ses atouts et mieux se connaître. Là, c'est des ateliers. On
chez les alumni, on ne fait pas d'atelier sur les savoir-faire, parce que si vous voulez, d'abord parce qu'on se pense super compétent déjà à la base, hein, et deuxièmement, si on veut encore progresser dans ce savoir-faire, on va plutôt dans les formations courtes de notre école, le CELSA. Pour les alumni, les ateliers que nous on fait, c'est des ateliers de développement personnel, d'amélioration de ses compétences, plutôt de ses savoir-être. Donc 16 janvier, prendre conscience de ses atouts et mieux se connaître. Et 17 janvier, là c'est à midi. Donc, ça ne vous empêche pas en fait, de venir le 17 au soir. Hein. Voilà. Le 17 midi, là, c'est en distanciel en plus, et c'est avec l'APEC. D'ailleurs, la DIRCOM de l'APEC, c'est une alumne à CELSA. On fait un événement sur comment changer de job. Comment changer de job. C'est en distanciel, donc là, il n'y a pas de place limitée, vous pouvez y aller. On a déjà pas mal d'inscrits, mais allez-y si vous avez envie. C'est brandé APEC. Donc, on retient 17 janvier, 16 février, 16 janvier atelier, 17 janvier midi avec l'APEC. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants et intervenantes. Merci à toi. Voilà. Donc, je précise, c'est filmé. En fait, vous n'étiez pas en hybride, j'aurais dû le dire au tout début, hein, mais on n'était pas en live, mais parce que quand on vous dit que c'est hybride, personne ne vient physiquement. En revanche, on va servir de la vidéo parce que nos alumni, qui sont très nombreux à l'étranger ou même en province, nous disent c'est très parisien, et donc ils n'ont pas tort. Donc en fait, on filme, et ensuite on leur propose un replay pour que, quel que soit le fuseau horaire, on puisse profiter de votre parole. Merci encore, merci à vous. Et on va prendre un verre. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, juste redéposer vos petits badges en sortant sur la table, si ça nous permet de les reprendre pour un autre événement. Voilà. Sobriété.